vais présenter principalement les résultats des travaux d'un comité qui s'est tenu à l'automne dernier, qui a remis un rapport qui s'appelle « Comité Trajectoire 2020-2050 vers une économie sobre en carbone ». Ce rapport a été remis à Mme Kosciusko-Morizet. Du reste, les étudiants de la promo s'en souviennent, puisque j'ai dû un petit peu raccourcir un jour le cours pour être pas en retard chez la ministre. J'étais du reste un peu en retard quand même. Et donc, je vais juste introduire la séance en vous donnant les quelques conclusions principales de ce rapport. Et je pense que la question qui est posée par ce rapport est assez simple. Si vous regardez aujourd'hui le débat public, vous avez l'impression que l'écologie en général et le climat en particulier est quasiment absent du débat public. Et on a le sentiment que dans la vision dominante des responsables, qu'il s'agisse de responsables politiques ou de responsables économiques, en réalité, l'urgence, c'est sortir de la crise économique. Et il y a une espèce de trade-off qui est en permanence mis en avant, et on se dit, résolvons d'abord les questions économiques, et ensuite, on pourra s'attaquer au climat. Comme s'il y avait une concurrence entre l'action contre le changement climatique et la reprise économique. Le rapport Comité Trajectoire que j'ai eu la chance de présider a essayé d'explorer les voies qui permettent simultanément d'engager notre société, notre économie vers une société bas carbone en créant de l'activité, de l'industrie et de l'emploi. Et je pense qu'il y a trois types de démarches qui nous ont conduits aux conclusions. Premier type de démarche, nous avons mené un certain nombre d'études comparatives en regardant en Europe comment se comportaient un certain nombre de pays qui ont inscrit des priorités climatiques dans leur stratégie. Et on a regardé 3 expériences qui, je pense, sont riches en enseignements pour nous. La première, c'est l'expérience du Royaume-Uni. Et on a vu qu'au Royaume-Uni, il y avait un truc tout à fait intéressant, c'est qu'au nom du changement climatique, on a mis une gouvernance particulière dans le fonctionnement de la politique pour pouvoir en permanence tenir compte des objectifs de long terme dans les choix économiques et de tenir les engagements qui sont pris malgré les alternances politiques. On a regardé l'Allemagne. Et l'expérience de l'Allemagne est très intéressante car lorsqu'on interroge un responsable de la politique énergie-climat allemande, il vous parle de quoi? Il vous parle d'innovation, il vous parle de politique industrielle, il vous parle d'une stratégie qui vise à faire du territoire allemand un lieu où se créent les conditions d'une production de biens et de services qui permettent de produire de l'énergie, de consommer de l'énergie sans émissions de gaz à effet de serre. Et les Allemands pensent que cette stratégie industrielle, non seulement va permettre d'accélérer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais qu'elle sera demain un vecteur nouveau et très important de compétitivité de l'industrie et des territoires. Et puis nous avons regardé un 3e pays, la Suède. Et la Suède est un pays tout à fait incroyable. La Suède est, au sein de l'OCDE, le 2e pays en termes de croissance économique depuis 1990. Le premier étant la Corée. Et la Suède a eu une stratégie de reconstruction de son système fiscal en introduisant une fiscalité carbone qui aujourd'hui est très élevée et en accélérant sa transition vers le bas carbone. Juste un chiffre qui est quand même qui fait réfléchir. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant pour les chauffages des habitations en Suède, c'est la moitié de ce qu'on émet en Espagne. Donc vous voyez la puissance d'une incitation par un prix du carbone qui est généralisé dans l'économie. Ensuite, on a introduit une deuxième type de travaux qui sont des travaux d'expertise sectorielle où pour chaque grand secteur de l'économie, l'énergie, l'industrie, le transport, le bâtiment, l'agriculture et la forêt, nous avons auditionné dans le cadre de ce comité les experts qui connaissent parfaitement les secteurs et on a donc essayé de construire des scénarios qu'on appelle les scénarios bottom-up, c'est-à-dire des scénarios qui sont construits à dire d'experts. 3 conclusions de ces scénarios. Première conclusion, si on veut aller vers une économie décarbonée, tous les secteurs doivent être mis à contribution. On n'atteindra pas le facteur 4. Vous savez qu'on a un objectif en France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. On ne peut pas l'atteindre si on ne fait porter l'effort que sur l'énergie ou que sur l'industrie. Il faut que
tous les secteurs participent, y compris des secteurs qui aujourd'hui sont très en dehors des politiques climatiques, comme par exemple le secteur agricole. Je rappelle qu'en France, l'agriculture représente 1/5 de nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxième enseignement de cette approche sectorielle, il n'y a pas de stratégie gagnante qui puisse fonctionner si elle agit soit uniquement sur l'offre, soit uniquement sur la demande. Et ça, je crois que ce point est très important. Une stratégie de décarbonation de l'économie, ça implique un ensemble de mesures et un ensemble d'actions qui visent à la fois à agir sur l'offre, et notamment sur l'offre énergétique qui doit être diversifiée, mais aussi sur la demande. Et l'action sur la demande est, si on veut la faire de façon continue et efficace dans le temps en accroissant l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça implique qu'on agisse sur les prix. Et ça pose un problème redoutable, car si on veut accroître le coût d'utilisation des énergies fossiles, ça a des implications sociales très importantes. Et donc, il faut en même temps que les conditions sociales permettent de tarifer correctement cette énergie et ce carbone. Troisième conclusion des approches sectorielles. Les progrès incrémentaux qu'on fait dans beaucoup de secteurs ne sont pas suffisants pour décarboner l'économie. Lorsque vous interrogez des industriels, n'importe lesquels, du ciment, de l'acier, ils vous disent tous, mais regardez, on a déjà fait énormément de progrès et on fait chaque année des progrès. Lorsqu'on regarde les choses avec expertise et lucidité, on s'aperçoit que les progrès incrémentaux ne sont pas suffisants. Il faudra donc générer des ruptures. Et les ruptures, elles sont un peu de deux types. Il y a des ruptures de nature technologique. Et on a tous en tête des ruptures technologiques comme par exemple le stockage de l'électricité, comme les nouveaux réseaux de distribution, comme ce qu'on appelle la CCS, le stockage et la capture et le stockage du carbone. Certes, ces ruptures technologiques sont l'un des éléments de la réussite, mais il y a aussi des ruptures d'organisation qui sont souvent plus complexes à gérer et à créer que des ruptures strictement de technologie. Rupture d'organisation, j'ai par exemple en tête l'extension et le développement de formes décentralisées de production énergétique. J'ai par exemple en tête, dans le secteur agricole et alimentaire, l'émergence de filières courtes. J'ai par exemple en tête la réorganisation des systèmes de transport dans les villes, mais aussi des transports de marchandises. Toute l'organisation des logistiques dans l'industrie, avec notamment le stock zéro, aboutit au fait qu'on ne stocke plus dans des entrepôts, mais on stocke dans des camions, dans des estafettes. C'est très coûteux en émissions de gaz à effet de serre. Et puis nous avons greffé à ces deux premières approches, approche comparative et approche d'expertise sectorielle, une troisième approche plus classique chez les économistes, qui est une approche de modélisation. Et on a essayé de voir en quoi des modélisations pouvaient éclairer notre exercice de projection à l'horizon 2050. Et je voudrais juste vous donner deux résultats. Premier exercice de modélisation, on a utilisé des modèles qui représentent le système énergétique avec ses différentes contraintes d'offres, demande, etc. Nous avons principalement utilisé le modèle POLS, qui est développé par le centre de CNRS de Patrick Criqui à Grenoble. Et le modèle POLS nous montre deux choses. La première, c'est que il n'y a probablement pas de stratégie de décarbonation de l'économie si on ne met pas un prix du carbone, pas uniquement dans le secteur industriel, comme c'est aujourd'hui le cas dans le secteur du marché européen des quotas de CO2, mais si on n'étend pas la tarification du carbone chez tous les secteurs qui produisent et qui consomment de l'énergie. Et le deuxième enseignement de Pauls, qui est, je crois, extrêmement intéressant et qui a été repris dans le comité Énergie 2050, dont vous parlera Jean-Marie tout à l'heure, c'est qu'on a un système énergétique qui va nécessairement, extraordinairement se diversifier. Il va se diversifier à la fois dans l'origine des énergies primaires qu'il utilise, mais également dans les modes de production, les modes de distribution et les modes de consommation de l'énergie. Et puis, dernière modélisation qu'on a faite, modélisation macroéconomique. Et là, j'attire votre attention sur un point. C'est que notre modélisation macroéconomique a consisté à essayer de simuler qu'est-ce qui se passe dans l'économie française si on généralise un prix du carbone.
On voit que lorsqu'on met en place un prix du carbone, il y a un premier effet qui freine l'activité. C'est un effet à peu près équivalent à celui d'une TVA qu'on mettrait sur, pas tous les biens, mais sur les biens à fort contenu en carbone. Donc il y a un effet qui freine sur la consommation. Mais si on tient compte dans la modélisation, et ça c'est, j'étais assez content que le modèle du Trésor qui est utilisé pour simuler les équilibres macroéconomiques français nous ait donné ce résultat, lorsqu'on simule l'effet d'un prix du carbone avec un recyclage des recettes de la valeur carbone dans l'économie. On voit qu'à partir du moment où on met simultanément d'un côté un prix du carbone généralisé dans l'économie et de l'autre côté un recyclage, et le recyclage optimal c'est 2/3 en baisse de charges pour accroître la compétitivité des entreprises et 1/3 en accroissement des dépenses de R&D, de soutien à la R&D, à ce moment-là, l'effet net sur l'économie n'est plus un effet dépressif, c'est un effet qui, au bout d'1 an et demi, devient un effet expansif. Autrement dit, si on utilise correctement, et là, pour ceux qui ont suivi correctement leur cours d'économie du changement climatique, hein, vous avez tous en tête, naturellement, le double dividende, hein, puisque ça, on vous l'a enseigné quand même, hein, je rappelle. Hein. Bon, c'est une observation empirique qui tend à montrer que si on utilise correctement les instruments économiques pour inciter aux réductions des émissions de gaz à effet de serre, l'effet net sur notre économie ne sera pas un effet négatif, mais très rapidement un effet positif, générateur d'activité, d'industrie en plus et d'emploi en plus. Je vous remercie.